Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 16 février 2021. Alors aujourd'hui, je vous parle du Petit Prince. Bon, mais en fait, c'est un prétexte pour vous parler de Léon Verte. Mais Léon Verte, en un mot, j'ai déjà commis peut-être une ou deux vidéos sur le sujet. Qui était Léon Verte? Léon Verte est celui... Alors, on va commencer par le début. Cette histoire-là aura de multiples ramifications. Commençons par le début. Léon Verte, né aux alentours, j'ai pas vérifié, 1874, mort aux alentours de 1950, a écrit un journal d'occupation qui s'appelle Déposition, que je vous montre à l'écran. Journal 1940-1944. Journal qui a été redécouvert en 2002. En tout ça est à vérifier. Je n'ai pas vérifié. Publié chez Viviane Ami. Alors, je vous le montre. C'est un extraordinaire document écrit sous l'occupation. Il ne marchait pas ses mots. Léon Verte, ayant commencé sa carrière, ayant été l'ami et le protégé d'Octave Mirbeau. Alors, anarchiste, anticlérical, mais quel est le lien avec Saint-Exupéry? Et l'objet de cette vidéo-là n'est pas Léon Verte, mais je vais quand même vous y introduire d'une certaine manière. Et demain, je vais vous parler de ça. Et comment je l'ai découvert, ça, je peux vous le dire tout de suite. J'ai découvert son existence par Jean-Claude Pirotte, qui a écrit un livre qui s'appelle Traverse. Alors, un des derniers livres qu'il a écrit avant de mourir, c'est des carnets qui ont été tenus entre mars 2010 et juin 2011, et c'est une charge vitriolique contre Sarkozy. On va y venir aussi sur Sarkozy, parce que hier, je vous ai montré un livre, Soleil et sympathie. Je ne vous le remontrerai pas à l'écran. Un livre sur un bibliophile, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Je n'en ferai pas de recension. C'est plutôt, j'aurais envie de dire, l'apologie de la grande industrie française. Et l'auteur qui a travaillé dans le monde de l'édition chez Gallimard, qui a eu une expérience assez difficile, j'ai cru comprendre, et qui s'est recyclé dans le monde de la finance, des banques, et après ça, dans le monde des sociétés d'investissement. Et même, il a eu des liens avec les Paul Desmarais et ses fils. Paul Desmarais, qui était également d'abord un magnat des transports, qui a commencé très humblement dans le monde des transports, après qui est devenu un magnat également de la presse, et qui s'est recyclé dans les produits financiers. Et Paul Desmarais était le mentor de Nicolas Sarkozy. Alors, dans ces moments de... il a travaillé donc, oui, pour Sagard et compagnie, l'auteur, je vais m'abstenir de nommer son nom. Il a travaillé donc pour une compagnie franco-québécoise d'investissement pour les entreprises. Et donc, Sarkozy, régulièrement, lorsqu'il était pris de doute ou qu'il manquait qu'il n'y avait pas une vision claire des choses à faire ou à suivre, il se rendait au Québec, à Sagard, dans le domaine. Allez vérifier, vous allez voir, c'est le style versaillais, mais version québécoise. Et il se rendait chez son mentor, Paul Desmarais II. Alors, quand ce dernier est décédé, Sarkozy est venu au Québec, alors il s'est livré à une apologie à la fois de son mentor et du fédéralisme canadien. Ce qui a fait de telle sorte que les indépendantistes québécois n'appréciaient pas Sarkozy. On s'en doute bien. Et Jean-Claude Pirotte non plus. Alors, il décrivait dans ses carnets Traverse le régime inique, selon lui, de Sarkozy
et quelques-unes des phrases de Sarkozy qui étaient reprises et il se moquait de ça. Et c'est par ces carnets que j'ai découvert l'existence de Léon Verte. Mais Léon Verte, et c'est là que ma vidéo commence, n'est-ce pas? Ah oui, pour revenir sur l'auteur, parce qu'au niveau bibliophilique, je conclue là-dessus rapidement. Il n'y a rien. On ne sait pas pourquoi, au fond, l'auteur s'intéresse à ça. Et ce qui nous dit qu'il a fait le livre, il a fait ce livre-là pour donner le goût à une nouvelle génération de bibliophiles de s'intéresser aux livres. Sauf que la bibliophilie de pointe, c'est une règle générale, c'est une passion d'hommes vieillissants et très, très fortunés. Or, il est extrêmement rare que de jeunes personnes aient atteint ce niveau de richesse-là, leur permettant d'acheter des premières éditions de Baudelaire ou des grands papiers de Céline ou des grands papiers des grands auteurs français ou des premières éditions américaines, qui n'ont pas les mêmes règles. Parce qu'une première édition américaine, ça peut s'acheter lors de sa parution. Tandis que les grands papiers, par exemple ceux publiés chez Gallimard, ils sont en très, très, très petit nombre. Un grand papier, ça n'excède pas, le 100 exemplaires comme tirage. Et généralement, les grands papiers numérotés signés ne dépassent pas le 25 exemplaires. Alors, c'est déjà, dès la parution, ça s'adresse à un tout petit nombre. Et ce sont des ouvrages qui sont coûteux, qui sont dispendieux. Alors, forcément, notre bibliophile, devenu un homme fortuné, peut se payer des dédicaces d'Albert Camus, etc. Mais en fait, l'ouvrage, c'est plus l'apologie de sa réussite en tant qu'homme d'affaires que bibliophile. Alors, quand il nous dit « J'ai écrit ce livre-là pour donner le goût aux jeunes de s'intéresser à la bibliophilie », non. Les jeunes commencent par s'intéresser aux livres, ils commencent à les lire, parce que ça ne demande... Pour devenir un bibliophile de pointe, évidemment, il faut les lire, les livres. Alors, tous les bibliophiles, en tout cas tous les bibliophiles que moi, j'ai rencontrés dans ma vie, étaient de grands lecteurs. Mais cela, le goût de la lecture, la formation par la lecture, s'acquiert assez tôt dans la vie. Et par la suite, si on vient exercer un métier qui nous permet de donner libre cours à cette passion de la bibliophilie coûteuse, eh bien, grand bien nous en fasse. Mais ce sont là des exceptions. Et notre auteur, je conclus avec lui, nous dit qu'un de ses livres de chevet, je vais vous le montrer, livre que j'ai sur mes rayons depuis au moins 20 ans. Je vous le montre. Ce classique du management, Mes années à la General Motors de Alfred P. Sloan Jr. Je vous le remonte. Alors, ce livre-là qui gît sur mes rayons depuis plus de 20 ans et que je propose pour la modique somme de 25 $, eh bien, ce livre-là est ma perte. Car il est l'exemple probant d'une mauvaise gestion de ma librairie. On calcule sommairement qu'un livre déposé sur un rayonnage, même s'il nous coûte absolument rien dès le départ, même si un client nous l'offre, par exemple, ce qui arrive parfois qu'on m'offre des livres, une fois déposé sur les rayonnages, eh bien, il commence à avoir un prix. Il commence à coûter. Il faut le loger, il faut le climatiser, il faut le chauffer, il faut acquitter les frais de taxes, il faut acquitter l'hypothèque, la location, les employés, le cas échéant. Et bref, au bout d'une année, cet ouvrage-là nous coûte environ entre 1,50 $ et 2 $. Alors, juste d'être là. Il ne mange pas de pain, mais malgré tout, il en mange un peu. Alors, songez donc un peu
un livre qui est là depuis 20 ans à 1,50 $, eh bien, ce livre-là m'a coûté 35 $. Je le propose à 25 $, et même le jour, si jamais demain, quelqu'un appâté par cette extraordinaire promotion de ce livre-là que je propose aujourd'hui à 20 $, quelqu'un débarque dans ma librairie demain après avoir vu la vidéo et dit « Je veux acheter mes années à la General Motors pour 20 $. » Eh bien, ce livre-là m'aura coûté de ma poche 20 $, 35 $. Il m'aura coûté, pour finir, 15 $. Alors, je suis déficitaire. Peut-être je devrais, effectivement, à mon tour, faire de ce livre-là mon livre de chevet, ainsi que l'auteur néo-bibliophile en a fait son livre de chevet. Ainsi, il est devenu un homme d'affaires prospère, et non pas un libraire impécunieux, mal avisé et de surcroît un peu givré. Mais toute offre raisonnable sera bienvenue. Revenons-en maintenant à quelque chose d'extrêmement sérieux, Le Petit Prince. J'ai regardé, je n'ai pas présentement dans mon inventaire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que le destinataire de la dédicace, non pas l'autographe, l'autographe, séance de dédicace, le mot le dit, on signe le livre, mais quand c'est un ouvrage dédicacé, eh bien, ce n'est pas qu'un autographe, c'est l'auteur a dédié ce livre à la mémoire ou à l'amitié. Alors, je vous aurais bien lu volontiers la dédicace de Saint-Exupéry à son grand ami Léon Werth, à qui il a offert Le Petit Prince. Et les deux personnages aux antipodes, n'est-ce pas? Saint-Exupéry plutôt dans une mouvance de droite, on va dire, et tandis que Léon Werth, lui, c'est un anarchiste de gauche, un personnage iconoclaste, étonnant à tout point de vue, avec un sens de l'humour. Je vous lirai quelques passages demain, mais je vais vous en lire un ce soir. Mais un seul et unique que j'avais déjà transcrit sur ma page Facebook, mais ça, je vais y venir. Alors donc, il dédicace son Petit Prince à Léon Werth. Et là, on rentre dans des questions de bibliophilie, mis en train par ma lecture rapide et somme toute assez ennuyeuse d'hier soir du néo-bibliophile, appâté que j'ai été par la reproduction de pages couverture de René Char et des dédicaces de René Char à Albert Camus. Hein? On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, mais le livre est et coup-ci, coup-ça. Alors donc, 1943, non, on brûle les étapes. Saint-Exupéry, fin décembre 1940, s'exile aux États-Unis. C'est la première cohorte d'intellectuels, d'artistes qui fuient la France occupée. Et il se retrouve donc à New York, Saint-Exupéry, entre autres avec Renoir, qui lui aussi, Jean Renoir, qui lui, pas Jean Renoir, oui, Jean Renoir, qui lui aussi s'est exilé, et pris de nostalgie pour la mère patrie, il rend visite à son ami Charles de Coninck à Québec en 1942. Et ici s'écrit une légende qui font du Petit Prince un Québécois. Est-ce que cela est vrai? Je ne connais pas de Québécois qui aimerait ne pas croire en ça. Mais moi, personnellement, est-ce préjugé? J'aurais tendance à dire que oui. Je n'ai jamais vraiment cru cette histoire-là. C'est parce que, aussi, il faut bien l'avouer, enfant, j'ai reçu, ça y est, je vais m'allonger sur le divan, enfant, j'ai reçu en cadeau, parce que tous les adultes présupposent que le Petit Prince va leur plaire, eh bien, j'ai reçu moi aussi en cadeau, comme des millions de petits-enfants, un exemplaire du Petit Prince.
Et les adultes qui me l'avaient offert, je ne me rappelle plus qui. Je ne me rappelle plus qui. Par contre, je me rappelle avec une extrême précision l'émotion que j'ai éprouvée quand j'ai reçu en cadeau le crabe aux pinces d'or et les cigares du pharaon. Et je me souviens de qui me les a offerts. Et ma reconnaissance demeure intacte pour ces deux ouvrages-là, qui ont été, dans mon cas, presque prophétiques. Dans le cas du crabe aux pinces d'or, j'ai compris, enfant, j'ai deviné, j'ai pressenti l'alcoolisme de mon père. Quand on voit le capitaine Haddock dans le fond du navire, à fond de cale, en train de macérer dans sa mélancolie éthylique, alors j'ai compris, en fait, ce que vivait mon père. Bon. Je quitte le divan. Alors donc, je reçois Le Petit Prince et j'avais trouvé ça parfaitement ennuyeux. Alors voilà. Et tellement ennuyeux que je n'ai jamais vraiment eu envie de lire, c'est ça aussi, Saint-Exupéry. J'ai eu entre les mains, les parcouru, ses carnets. Je trouvais ça, honnêtement, je vous le dis, un peu grandiloquent. Beaucoup d'emphase, un peu pompeux. En fait, j'avais l'impression qu'il s'écoutait écrire. Hein? Il y a des gens qui s'écoutent parler et il y en a qui s'écoutent écrire. Alors, la pause de l'écrivain. J'ai éprouvé ça avec d'autres écrivains, mais là, c'est pas ça mon propos. On va bifurquer. Parce que l'aventure du Petit Prince, Le Petit Prince est publié à New York en 1943 chez Reynal Hitchcock en 1943. Et parallèlement est sortie au Québec une édition du Petit Prince. Sauf que la même année, Le Petit Prince a été publié simultanément et en anglais et en français, donc chez Reynal et Hitchcock, mais la même année, au Québec, est publié Le Petit Prince. Sauf qu'on ne peut pas dire que l'édition, je mets l'édition québécoise entre guillemets, est une première édition parce que, selon mon distingué et éminent confrère, François Côté, le sceau de la librairie Beauchemin a été ajouté. Alors, a été ajouté. Ce n'est pas un caractère d'imprimerie, c'est carrément un tampon qui aurait été ajouté au-dessus, je ne me souviens plus exactement avec précision, mais au-dessus, en tout cas, de la typographie de l'éditeur Reynal Hitchcock. Bon, librairie Beauchemin, spécialisée dans le manuel scolaire, hein, qui ont été fondées en 1842. Alors, alors donc, je vais... Est-ce que je continue avec la première édition ou alors, je reviens sur Saint-Exupéry, qui rend visite à son vieil ami, Charles de Coninck, en 1942. Et là, il fait la rencontre du fils de ce dernier, Thomas, qui lui est âgé de 8 ans et qui passe sa soirée à bombarder, sans mauvais jeu de mots, Saint-Exupéry de questions, tant et si bien, c'est ce que la légende rapporte, que de retour à New York, il a entrepris ce récit, Le Petit Prince, suite à sa rencontre avec ce jeune Québécois extrêmement curieux. Alors, ça... Mais il est évident aussi, on peut difficilement, ce dernier qui est toujours vivant, Thomas de Coninck, qui est toujours vivant, qui est devenu un professeur de philo émérite à l'Université Laval, je vais conclure avec lui, puis qui a écrit il y a quelques années en compagnie, attendez, je vais vous dire ça, j'ai pris des notes, qui a écrit en collaboration avec Christine Michaud, Le Petit Prince est toujours vivant, publié aux éditions Édito, et préfacé par Frédéric Lenoir. Alors, ça explique, au fond, les leçons du Petit Prince. Et à Québec, dans le Vieux-Québec, sur la rue Sainte-Geneviève,
il y a une plaque sur la maison familiale de la famille, sur la maison de la famille de Coninck, une plaque qui dit qu'ici, Saint-Exupéry a passé un petit séjour. Bon. Mais ça ne nous dit pas. Mais ça fait partie des mythes qui ont la vie dure et qui sont malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ni infirmés ni confirmés. Alors, mais c'est clair dans notre esprit. Alors, de cette histoire-là de 1943, je reviens avec Beauchemin, car la première édition, elle est américaine. Bon, elle est américaine. Elle a peut-être eu une petite bifurcation. Et là, ici, l'hypothèse qu'émet mon collègue François Côté, c'est que pour des questions de monopole, ou parce que Beauchemin assurait la distribution également de ses ouvrages scolaires, c'était en y ajoutant leur sceau, c'était une manière peut-être de déjouer les règles de distribution. Mais encore là, la question sur ce sujet reste ouverte. Alors, si jamais, dans vos quêtes bibliophiliques, vous tombez sur l'édition 1943 de Reynald Hitchcock et vous y trouvez également sur la page de garde le sceau de la librairie Beauchemin, des éditions Beauchemin, pardon, mais c'était librairie édition également. Alors, vous êtes sans doute en présence de la première authentique édition. Il y aurait eu des éditions aussi, que je mets toujours entre guillemets pirates, publiées en Belgique et en Suisse du Petit Prince. Bon. Quant à elle, quant à la première édition française, celle-ci date de 1946. Et on en vend 300 000 exemplaires par année. Le lectorat du Petit Prince a sans doute dépassé les 100 millions d'exemplaires vendus, les traduits dans 70 langues. Et en 2006, on a traduit Le Petit Prince dans la langue du Christ, c'est-à-dire en araméen. Alors, si un jour vous tombez sur une édition du Petit Prince en araméen, ne perdez pas de vue que Le Petit Prince est québécois et qu'on l'a traduit dans la langue de Jésus. Alors, tout se tient. Je ne sais pas comment tout ça tient ensemble, mais ça tient. D'accord? Alors. Ouais, bon. Je vous sais, un brin curieux de toutes ces questions-là. Je vous ne dis pas que vous êtes vénal, mais je vous sais quand même curieux de combien peut valoir une première édition américaine du Petit Prince, qui est quand même la première vraie, authentique première édition, autour de 2000 $. Si elle est signée, alors là, les chiffres commencent à devenir intéressants, entre 15 000 et 20 000 $, avec l'autographe de Saint-Exupéry. Si il y a joint un petit dessin, ça devait être Denis de Rougemont, d'ailleurs. Denis de Rougemont, qui devait faire les dessins du Petit Prince. Mais Denis de Rougemont, je peux vous raconter rapidement une toute petite anecdote. Denis de Rougemont, c'est ce que m'a rappelé mon ami bibliophile, bibliomane, que je nommerai pas, qui me racontait dans son Denis de Rougemont dans son journal d'un chômeur, exilé en Suisse, lui aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, se retrouve dans un village vaudois, si ma mémoire est bonne, et se retrouve à l'église, et le curé fait un prêche extraordinaire, et à la sortie, de Rougemont demande aux ouailles du curé comment ils ont jugé ce prêche, cette homélie. Et les gens, il parle bien. Il parle bien. Il s'est retrouvé après ça dans une assemblée
d'une assemblée politique, communiste peut-être, enfin, d'une assemblée politique, et l'orateur discourait sur les politiques, et de Rougemont a demandé aux témoins de cette rencontre politique comment il avait jugé le discours de l'orateur. Ah oui, il parle bien. Et pour finir, lors d'une rencontre avec un instituteur, les villageois réunis pour écouter la conférence de l'instituteur, et Rougemont leur a posé à la sortie de la conférence la même question. Comment avez-vous trouvé la conférence? Ah, il parle bien. Alors, tout ça pour dire, au fond, parler, les gens vont toujours être admiratifs de quelqu'un qui s'exprime bien, mais au fond, ce n'est pas là le vrai centre de leurs intérêts. Le vrai centre de l'intérêt, c'est le travail, c'est les amours, c'est comment manger, c'est comment vivre, et qu'on a beau bien parler, eh bien, ça ne reste que de la parlure. Oui, voilà. Et donc, maintenant, vous savez tout. En fait, vous savez pas mal de choses. Mais là, je reviens sur Léon Verte. Et je vais... Est-ce que je vous ai dit toutes les choses que je voulais vous dire? J'avais relevé sur... J'avais emprunté le journal des positions. Je l'avais emprunté à la Grande Bibliothèque il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé dans un endroit un organisme caritatif où on propose à la vente à des prix ridicules le livre. J'ai été ravi parce que j'avais envie de le relire. J'avais envie surtout de le posséder, étant un être extrêmement territorial en matière livre. Et puis finalement, bon, je l'ai eu pour pratiquement rien. Ce qui va faire que demain, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Mais, il y a 2 ans, quand je l'ai lu, à la suite de Jean-Claude Pirotte, on suit le fil, Jean-Claude Pirotte, qui m'amène à Léon Verte, et hier, que je me retrouve à nouveau avec le Sarkozy, Paul Desmarais, tous ces puissants-là, on tourne, et le Petit Prince. Et là, j'avais relevé une citation de Léon Verte sur Maria Chapdelaine. Il y a de la suite dans les idées, ce libraire-là. J'ai parcouru Maria Chapdelaine de Louis Aymon, qui fut, vers 1920, je crois, un grand succès de librairie. Cette blancheur, cette pureté, ce lyrisme champêtre, c'est déjà Pétain. Alors, est-ce que je vous parle de Louis Aymon ce soir? Non, je ne vous en parlerai pas. Mais vous le savez, ça a été un grand succès. Mais Louis Aymon, français, qui a vécu quelques années au Québec, qui est mort en Ontario, qui a écrit donc Louis Aymon, qui est un grand roman que beaucoup pensent, à cause du patronyme Aymon, qui est un patronyme en tout cas familier dans nos contrées boréales, beaucoup pensent que Louis Aymon est québécois. Le Petit Prince l'est, semble-t-il, mais pas Louis Aymon. Et en 2014, j'ai peut-être raconté ça dans l'une ou l'autre de mes innombrables vidéos, mais je vais vous le raconter à nouveau. J'ai, à titre de président de ma confrérie, la confrérie de la librairie ancienne du Québec, j'ai été invité à un dévoilement d'une plaque en l'honneur de Louis Aymon. Dans l'ouest de la ville, est-ce que c'était McGill? C'était une branche... Est-ce que c'était... Moi, c'était en tout cas... On avait une institution d'expression anglaise de Montréal avait rendu hommage à Louis Aymon parce que pour nos compatriotes anglophones, Louis Aymon est au fond l'ersatz de la culture canadienne-française. Pour ma part, je n'en pense rien,
Alors donc, ils avaient fait une soirée avec vin et petites bouchées et petits discours de professeurs d'université. Sauf que, dans la plaque de bronze, il avait fait une faute d'orthographe sur le nom de Chapdelaine. Ils avaient oublié le P. Alors, c'est Maria Chapdelaine. Maria Chapdelaine. Et je pense, en tout cas, je pense même avoir été le premier à l'avoir remarqué. Et je me souviens de mon embarras, je me souviens d'avoir avalé prestement le vin offert lors de cette cérémonie et de m'être dit et pensé que les malentendus entre les deux communautés françaises et anglaises à Montréal ne se résoudraient pas si facilement et ce Maria Chapdelaine devenait une fois de plus matière à déception ou à débattre et tout et tout. Mais ce que je vais faire, donc, il y a 2 ans, j'avais partagé cette petite citation de Léon Verte sur ma page Facebook. Je vais la repartager et il s'en était suivi 2 autres échanges. Robert Richard, qui a écrit plusieurs livres, qui est un musicologue, qui a écrit des livres sur Hubert Aquin, sur le Marquis de Sade, entre autres, Robert Richard, et notre ami François Bon avait commenté cette citation-là de Léon Verte que vous pourrez lire au bas de l'écran. Alors, on rapaille les trucs, on essaie de créer quelque chose, vous voyez. Est-ce que je conclus là-dessus? Je conclus là-dessus. Je conclus quand même en vous disant qu'au fond, le vrai livre qui témoigne de la condition de l'homo québécis, ce n'est pas ni Maria Chapdelaine, ni Maria Chapdelaine, mais c'est le livre L'Asquin d'Albert Laberge, publié en 1918 et interdit par le clergé, et d'autant plus étonnant que le livre était publié à compte d'auteur, à un très très petit tirage, et qui lui décrivait dans la manière naturaliste, hein, proche de celle d'Émile Zola, la condition des agriculteurs, des paysans québécois. Et là, ça n'avait rien d'idyllique. Nous étions loin du lyrisme de Louis Aymon. Alors, voilà. Mais, tant et tant à dire. Alors, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci de m'écouter. Vraiment, les 2 pouces. Hein? 2 thumbs up, comme disent les 2 cocos qui faisaient des critiques de cinéma. Merci et bonne soirée à tous.